Cher ami, oui, c'est cher ami. Semaine prochaine. Non, c'est pas l'interview, c'est l'audience avec... Vous allez... Non, c'est avant midi. C'était même pendant que par GED, journaliste en danger avec l'UNESCO. Les journalistes me disaient que je leur ai dit que je ne voudrais pas ou que je n'écrivais pas, que je ne m'occupais pas de ce qui est en train de se passer à Télé 50. Hier, lorsque j'ai reçu les photos par mon attaché de presse, Guy Luamba, des photos montrant des confrères et consoeurs, parce que moi-même, j'ai été journaliste et je mourrai journaliste comme un général, hein, quelle que soit la fonction qu'il occupe après, mourra général. J'ai été choquée de voir des journalistes dans des pick-up de la police comme du bétail qu'on amène à l'abattoir. C'est le terme que j'ai utilisé. J'ai posé la question, aussitôt j'ai appelé Jean-Marie Kassamba pour lui demander ce qui se passait. Et je lui ai dit que je n'étais pas contente, mais qu'avant de réagir, je voulais avoir sa version des faits. Parce que votre version de faits, je l'ai au quotidien, par la télévision, par YouTube, par toutes les autres sources de communication. Il m'a expliqué que les journalistes réclamaient qu'on leur paye leurs arriérés de salaire. Je lui ai dit, en tant que ministre des Droits humains, je soutiens et confirme que tout travail mérite un salaire. Lorsqu'on emploie quelqu'un, on doit le payer. Et lorsqu'on est dans l'incapacité de le payer, ou on négocie, ou alors on ne l'engage pas.
J'ai dit également qu'en tant que ministre des Droits humains, je soutiens et confirme que les lois de la République exigent que toute personne qui travaille comme stagiaire au-delà de 6 mois, après 6 mois, il est considéré comme engagé. Et que donc, lorsqu'on est engagé, on doit avoir un contrat bien signé. Il m'a expliqué qu'une partie du salaire a été payée, 10 mois, si j'ai bonne mémoire, et qu'il ne restait plus que le mois de janvier, février et mars, et qu'il avait payé et qu'il resterait encore 2 mois. Je lui ai dit que s'il ne restait que 2 mois, il y a moyen de les problèmes financiers auxquels il est confronté et qu'il pourrait payer les 2 mois après, sans qu'on en arrive à la violence. Il a dit qu'il a été injurié, insulté, diffamé, et qu'il a porté plainte également pour destruction méchante. Je lui ai dit que mes sources, que j'étais, parce que le jour où ça s'est passé, j'ai quand même envoyé des gens du ministère des Droits humains enquêter sans que vous ne le sachiez. Je lui ai dit que mes sources m'ont dit que on m'a apporté des photos, des caméras par terre. Moi-même, j'ai été productrice d'une émission, rédactrice en chef en plus. Donc, je n'ai fait que la télévision avant d'être là où je suis, 18 ans. On ne peut pas jeter une caméra par terre sans qu'elle se casse. Et que si ces caméras étaient couchées par terre, ma source m'a dit que vraisemblablement, ces caméras ont été couchées par terre par quelqu'un, mais ne seraient pas cassées. J'emploie le conditionnel parce que je n'ai pas de preuves. Ma source m'a également rapporté que les photos qui étaient par terre du président Joseph Kabila et de lui-même Jean-Marie Kassamba ainsi que d'autres étaient par terre sans que les cadres ne soient cassés. Et que logiquement, lorsqu'on jette une photo, un cadre par terre, il se casse. Mon fils a jeté mon téléphone par terre, le résultat est là. Il est cassé. Pourtant, il y avait une protection. Je lui ai expliqué tout cela. Il m'a dit, non, on a même cassé la porte de son bureau. Je lui ai dit, si tel est le cas, alors il faut saisir les instances judiciaires pour diffamation, destruction méchante, injure et tout ce qui l'a blessé, et qu'il laisse la justice faire. Et pour les salaires, je lui ai dit qu'il faut payer. Il n'y a pas une autre voie que de payer. S'il a des difficultés financières, qu'il s'adresse au ministre du Travail et lui explique qu'il a des difficultés et qu'il pourrait payer pendant 3 ou 4 mois par tranche. Mais s'il faudrait licencier, et encore une fois, il devra passer par l'inspection du travail ou par voie judiciaire. Il ne peut pas décider seul. Tu dis que je vais rappeler. Alors, je reviens sur ce que je disais. Je dis que je ne comprenais pas pourquoi on a amené les journalistes dans les camionnettes de la police. Il m'a dit que les journalistes ont reçu la convocation du parquet et n'ont pas répondu à cette convocation. J'ai demandé si la convocation avait été écrite. Il m'a dit oui.
J'ai dit, quand bien même la convocation serait écrite, il faudrait qu'on envoie la deuxième, la troisième, et que lorsque, au bout de 3 convocations écrites et envoyées aux adresses bien précises, c'est après qu'on pourrait envoyer un mandat d'amener. Et que si cette procédure n'était pas respectée, je lui ai dit que moi-même, je me rendrais au parquet le même soir, hier. Je lui ai dit, j'irai comme ministre des droits humains, parce que je ne peux pas accepter de voir la scène que je venais de voir. Alors, en bref, c'est cela. Ce n'est pas parce que je n'écris pas. Peut-être que les gens auraient aimé que j'écrive sur Twitter, que je passe à la télévision, mais j'ai ma méthode à moi de régler les problèmes. Je me disais qu'on épuise d'abord toutes les voies pacifiques au lieu d'attiser le feu. Ça serait contre-productif. Et je ne prendrai pas parti d'ailleurs pour qui que ce soit, ni pour vous, ni pour Jean-Marie. C'est vrai que j'ai suivi des propos, je dirais à la limite, des injures à l'encontre de Jean-Marie. Kamango est ici? Non, non, je l'ai suivi, ainsi que d'autres. Je parle de lui parce que c'est lui que je connais personnellement. Lorsqu'on conteste les diplômes de quelqu'un, on dit qu'il n'a pas été à l'école, et ça frôle même les injures. J'ai suivi certains propos qui ne devraient pas être prononcés au nom de la revendication des droits. Parce que, au-delà de ce que vous pouvez lui reprocher, c'est un être humain. C'est un père de famille, il a des enfants qui peuvent souffrir de toutes ces injures. Et puis, une destruction méchante et condamnable par la loi. C'est juste ça. Je ne prends pas parti, mais je tiens que dans ce conflit, que la loi s'applique à tout le monde. Les droits des travailleurs, les droits de l'employé. Moi, je suis là pour vous accompagner. En bref, d'abord, c'est ça. C'est moi qui ai commencé à parler, mais je vous donne maintenant la parole. Merci beaucoup. Le ministère a un rôle déterminant et important pour nous protéger en tant que citoyens, d'abord en tant que citoyens. Et à entendre votre position tout à l'heure, je me vois dans l'obligation d'essayer un peu de vous expliquer en bref la situation telle qu'elle se présente actuellement. Le 8 février, par les biais de notre avocat conseil, la direction générale de Télé 50 a été saisie pour répondre à 3 revendications précises. La première, payer les arriérés des salaires qui tournaient autour des 10 à 14 mois selon les cas. Et deuxièmement, la mise en place du banc syndical. Et troisièmement, la restructuration de l'entreprise. Parce que nous avions fait le constat avec certains agents et cadres. Parce que tel que nous sommes là, il y en a ceux qui ont commencé à travailler au sein de cette entreprise il y a 10 ans. Il y en a d'autres qui en ont 5 ans, une année, etc. Nous avons constaté que le fonctionnement ne cadrait pas avec la loi congolaise. C'est dans ces soucis-là que nous avions résumé l'ensemble de nos revendications en 3 points principaux. Le 11 février, fin de l'ultimatum, nous avions constaté la mauvaise foi de la direction générale qui non seulement n'a pas tenu compte de la lettre qui lui a été adressée par notre avocat conseiller, a plutôt pris des dispositions pour organiser un licenciement massif. C'est ainsi que, à l'expiration du délai de 72 heures que nous lui avions accordé, nous sommes allés dans une grève sèche. À l'absence du personnel technique et membres de la rédaction, il était impossible que la chaîne tienne. Cela a attiré l'attention du conseil d'administration
qui nous a convoqués le 12 février pour trouver un compromis verbal en présence de nos avocats, notamment sur les 3 points. Et pour ce qui était lié au salaire, aux arriérés de salaire, le conseil d'administration a promis de tenir parole en payant des arriérés, en 2 tranches, les arriérés de salaire, notamment les 5 premiers mois et les 5 autres, notamment le 13 février et le 15 mars. Cela a été fait. Mais le conseil d'administration a chargé la direction générale, pour ne pas parler des noms de gens, à pouvoir faciliter la mise en place du banc syndical. Et comme il y avait déjà au sein de l'entreprise une enquête de la société de consultance qu'on appelle Price, il fallait qu'on attende vers la fin du mois pour que Price donne son rapport final qui permettra au conseil d'administration de se décider sur la restructuration du sommet à la base. Alors, nous constatons que le 16 mars, donc au lendemain du paiement du 2e palier des arriérés de salaire comme promis par le conseil d'administration, la direction générale procède à un certain nombre de mesures qui ont été considérées de notre côté comme étant des règlements des comptes. Bien avant d'ailleurs d'arriver à cela, quand on a payé le premier palier, nous avions constaté qu'il y avait certaines émissions qui ont été supprimées de l'antenne, et généralement c'était des émissions de gens qui avaient grévé. Il y avait certaines mesures de ce qu'on pouvait considérer comme suspension de certains journalistes qui sont accrédités dans les institutions du pays, ce qui faisait que les climats n'étaient plus bons. Mais nous avions tenu jusqu'à attendre le 2e palier. Quand on finit le 2e palier le 15, la situation devient davantage de plus en plus compliquée, que nous avons vu un nouveau règlement intérieur que nous avions appelé règlement des comptes. Donc un règlement intérieur coulé sous forme de règlement des comptes. C'est des restrictions en termes des avantages, c'est des restrictions en termes de positionnement ou d'affectation, parce que nous avons constaté, par exemple, pour le cas du rédacteur en chef qui était dans le groupe des grévistes, il a été remplacé par un journaliste qui n'était pas dans les mouvements. Et cela nous a poussé encore une fois à faire ce que nous avions appelé 2e acte de notre action. Nous avions saisi les PCA et organisé un sit-in qui avait encore une fois empêché le fonctionnement normal. Pour une 2e fois, nous avions été à la table de négociation avec la direction générale qui a été obligée de pouvoir supprimer ces mesures qui étaient arbitraires, notamment pour la suspension des émissions, etc. Et nous sommes restés avec le seul point relatif à la restructuration de l'entreprise, parce que nous avions trouvé qu'au sein des structures, il y avait des choses qui ne marchaient pas. C'est la petite sœur qui est là, c'est l'oncle, c'est la nièce, les neveux, et c'était un peu complaisant. Alors, le conseil d'administration nous avait donné le rendez-vous du 5 avril. Donc c'est au début de ce mois. Quand nous arrivons le 5 avril, alors que nous n'avions pas encore la position du conseil d'administration, nous constatons que la porte de l'entreprise est fermée. C'est jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes les 10 déjà. Donc ça fait 11 jours. Le 11. Voilà, ça fait 6 jours que cette porte-là est fermée. Nous nous sommes demandé le vendredi pourquoi la porte est fermée alors que c'était une journée ouvrable. On n'avait pas eu de réponse, il n'y a pas de direct, etc. Et le samedi 6, nous étions là au lieu du travail. Les directs étaient toujours interdits. Mais autour des 16 heures, nous constatons qu'il y a des policiers qui commencent à envahir les bâtiments, en même temps que la petite sœur de celui qui gère la direction générale, avec l'aide des techniciens, en train de casser leurs 2 portes des bureaux. Nous avons cru qu'ils ont perdu leurs clés, mais nous étions surpris le lundi d'apprendre que c'était nous qui avons cassé ça. Mais pendant qu'il y avait la police qui commençait à gêner les journalistes qui travaillaient pour le journal des 19h, malgré qu'on n'était pas encore en direct, mais on essayait de travailler pour un enregistrement, nous avons alerté partout que nous nous sentions dans une situation d'insécurité, dans un climat inhabituel. Et cela fait que le directeur général n'a pas pu présenter son émission, on ne sait pas pour quelle raison, et puis il est parti. Depuis là, aucun journaliste n'a accédé
dans les bâtiments. Comme vous avez vu dans les réseaux sociaux, nous aussi, on a constaté des photos qui ont trait à une certaine accusation en rapport avec la destruction méchante. Mais nous avions pris le soin. Les dernières personnes qui sortaient les bâtiments ces jours-là ont des preuves que nous ne sommes pas responsables de cette prétendue destruction méchante. Et puisque nous avons notre avocat conseil, il a déjà pris des dispositions pour que l'affaire soit portée en justice. Et cette fois-là, peut-être que nous aussi, nous pouvons accuser pour des imputations dommageables ou des diffamations, parce que nous pensons que nous avons des moyens juridiques par rapport à cela. Mais si nous avons effectivement tenu à être là, c'est pour la situation dramatique qu'on a vécue hier. On a constaté qu'au-delà du fait qu'on a subi une situation totalement malheureuse pendant 9-10 ans, ici, nous constatons que le directeur général est aussi capable de manipuler la police congolaise, qui est censée nous protéger aussi. Et s'il n'y a pas de blessures ici, c'est parce que parmi nous, il y a des gens, nous sommes des intellectuels, nous sommes des cadres, nous connaissons le rôle de la police, nous avons tout fait, nous nous sommes dépassés pour essayer de gérer, certaines attitudes inacceptables de la police. Parmi nous, il y a une mère des jumeaux qui ont 4 mois, Kadi Koulab. Nous avons une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez. Elle a été brutalisée de manière inacceptable et pour cela, nous voulons, par la police, elle a été jetée comme, je peux dire, un bandit de brigand, bandit de grand chemin. Cela, pour des gens qui se battent nuit et jour, pour la liberté d'expression, pour les droits humains, nous trouvons que c'est inacceptable et que l'intervention de l'État peut aussi donner une leçon à ceux qui pensent que c'est normal de faire des actes pareils. Parmi nous, il y a des gens qui ont été bastonnés, tapés, alors qu'au moment où la police était arrivée, personne ne chantait, on était presque fatigués. Pensez-vous, les gens étaient en train de manger. Pensez des gens qui ont des difficultés pour être payés. Donc cela sous-entend également que pour manger, c'est un problème. Alors qu'on se retrouvait autour de 16h, 17h. Vous connaissez cet état-là. C'est dans cet état-là que nous avions été brutalisés hier par la police, qui a fait d'ailleurs beaucoup de gesticulations pendant 2 jours. Certains d'entre eux, peut-être même pour respect pour certains d'entre eux, qui nous ont dit que nous sommes manipulés par les directeurs, votre directeur général, dans les buts de vous ridiculiser et lui donner des facilités de pouvoir prononcer une décision de licenciement massif. Et si le moment venu, ça nous sera nécessaire de mettre en place un genre de conversations que nous avions d'ailleurs enregistrées, ça peut nous aider. C'est surtout l'aspect des droits humains sur lesquels nous voulons que votre autorité intervienne. C'est non seulement pour nous réhabiliter, mais pour administrer une véritable leçon à ces gens-là qui pensent que quand ils ont la tenue de la police, c'est pour faire des actes pareils. Mais nous sommes abstenus. Nous avons dit que nous continuons à faire confiance dans les institutions de notre pays pour que nous puissions être réhabilités. Mais vous assumez également l'intérim du ministre de la Communication. Télé 50, c'est quand même une chaîne qui a travaillé pour le pays. Nous tous, nous sommes dévoués pour servir ce pays. Et nous avons démontré ça pendant autant d'années. Qui savait que nous pouvions avoir des problèmes de salaire? On s'est démené. Nous avons un grand cœur. Parce que nous avons milité à l'interne pour que cela ne sorte pas. Parmi nous, il y a des gens qui ont pris le courage de rédiger des correspondances anonymes pour essayer de montrer que mais ça ne va pas ici. Et certains d'entre nous, connaissant bien le mal à l'interne, ont même défendu en disant que ce n'était pas vrai. On essayait de démentir pour garder une très bonne image. Mais quand vous voyez cette unité explique que nous sommes au-delà de nous-mêmes, nous sommes au-delà de l'insupportable, nous sommes passés par le seuil de l'on veut donner une couleur d'une certaine manipulation. Non, il s'agit d'une véritable calamité vécue dans le cœur, mais qui s'exprime par cette unité, cette cohésion. Nous avons du mal peut-être à nous faire comprendre auprès de certaines personnes qui pensent que nous sommes manipulés. Nous voulons dire aujourd'hui ici que nous ne sommes pas manipulés.
Donc, nous voulons votre intervention. Vous allez m'excuser, mon métier m'a déformé, je parle beaucoup. Je crois que pendant ces temps, j'ai dû quand même transmettre ce que les amis pensent que je peux se dire. Merci. Que ce soit un policier, que ce soit un civil, personne n'a le droit de donner des coups à qui que ce soit. On n'a pas, personne n'a ce droit. Je suis choquée d'apprendre que le policier vous a dit qu'il était manipulé. J'espère qu'il va pouvoir assumer ses propres propos. Si vous connaissez son nom, si son nom était bien marqué, et s'il appartient à quelle unité, on saura bien le retrouver. Et j'espère qu'il pourra confirmer ce qu'il vous a dit, parce que c'est extrêmement grave. Parce que même moi, en tant que ministre des Droits humains, je n'ai pas d'ordre à donner à la police. Si j'ai besoin de l'intervention de la police, je passe par le commissaire de la police et je lui dis c'est pour telle ou telle autre raison. C'est-à-dire même moi, malgré ma fonction, je n'ai pas le droit de donner des ordres à un policier d'aller arrêter X ou Y. Vous parlez de l'entreprise Télé 50. À ma connaissance, Télé 50, c'est une entreprise privée. Ce n'est pas une entreprise qui appartient à l'État congolais. Donc, en toute objectivité, je sais que si quelqu'un est patron d'une entreprise privée, il peut employer qui il veut. Il y a des entreprises privées dans lesquelles on retrouve dans le conseil d'administration des enfants issus du même père et d'une même mère. Vous pouvez en retrouver 5 ou 6. Il y a des entreprises qui appartiennent aux familles. Il y a des entreprises qui appartiennent aux conjoints. Donc, c'est le droit du patron d'employer ses frères, ses sœurs, ses cousins. Tant que c'est une entreprise privée, il en fait ce qu'il veut. Il diffuse ce qu'il veut dans le strict respect des lois de la République. C'est-à-dire, s'il a décidé de diffuser la musique toute la journée, il peut le faire. Il peut se le permettre, la RTNC ne peut pas se le permettre. S'il veut extérioriser cette frustration. Et quand les gens extériorisent leur frustration, ça donne ça. Ça ne donne pas que je suis au Grand Hôtel, j'appelle, voilà, allez chasser ces gens qui sont là-bas devant. Personne n'a reçu une convocation. Une police qui s'emmène avec des mandats d'amener, qui ne vous identifie même pas. Parce que ça, c'est peut-être Edmond n'a pas dit. Il y a 7 ou 8 noms qui se retrouvent là-bas avec des plaintes et que la police avait un mandat d'amener pour ces personnes-là. Mais ces personnes-là n'ont jamais reçu des convocations. Alors, vous allez embarquer ces personnes comment? On arrive là-bas hier, on veut nous faire une ruse, nous garder dans une salle, 16h, 17h pour qu'on reste, pour qu'on commence à nous auditionner à 18h, pour qu'on puisse passer la nuit là-bas. C'était ça l'objectif. Que nous soyons coffrés, que nous puissions rester là. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, toutes ces manigances-là, des personnes qui estiment que moi, je suis tel, on ne peut pas me toucher, moi, j'ai fait ça pour ce pays. Nous tous, nous avons travaillé pour ce pays. Nous tous, nous sommes fait des ennemis. Moralement, moi, je parle d'un point de vue moral. Le fait d'avoir travaillé dans une chaîne proche du chef de l'État, du pouvoir, je peux dire, nous, à l'étranger, Joly le sait, tous ceux qui sont à l'étranger, on se balade caché. On ne peut pas s'afficher, faire une photo à la Tour Eiffel, on ne peut pas aller là où il y a les Congolais, on va nous frapper. On a été agressés, 3 ans, je ne peux pas donner mon exemple. Mais seulement, rien que pour ça, on a aussi le droit de réclamer quelque chose. Parce qu'il y en a, durant tout ce régime, qui se sont enrichis par le travail que nous étions en train de faire. On a monté des projets qui ont donné 200 000, 300 000, pour lesquels on a eu 50 $. Ça, c'est d'un point de vue moral. Toutes ces frustrations que vous voyez, tous ces jeunes gens, aujourd'hui, d'autres qui ont travaillé 6 ans, qui gagnent 100 $. Et quand la nièce vient, la nièce à qui on apprend le travail, elle gagne 250 $. Mais vous avez quelqu'un comme le monsieur qui est là, il travaille en même temps à la radio, il travaille en même temps à la télévision. C'est lui qui fait la bande passante, mais il a 100 $.
Alors tout ça, parce que c'est une entreprise privée, on ne peut pas réclamer parce qu'il y a un monsieur tout-puissant qui peut se permettre tout et que personne ne pouvait le toucher. Il faut qu'on comprenne aussi qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens, on a toujours souffert dans ce pays parce que les gens ne connaissaient pas leurs droits, ne connaissent pas leurs droits. Du moment où vous avez déjà approché un avocat qui commence à vous expliquer vos droits, ça vous donne la force de réagir comme on a réagi là. Merci beaucoup. Un conseil. Si quelqu'un se croit intouchable, il se trompe. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme intouchable. Je veille à ce que tout soit respecté. Mes travailleurs, je dois les payer parce que je sais que la loi garantit les droits de chacun. Alors, je ne pense pas qu'il y a des personnes intouchables dans ce pays. Si elles-mêmes se considèrent comme telles, c'est leur problème. Le fait d'avoir travaillé pendant autant d'années pour une chaîne qui appartient à un proche du régime sortant, c'était votre choix. Personne ne vous a obligé, n'est-ce pas? C'était le choix de chacun. Quand on ne veut plus, on arrête. On avait le choix de démissionner. Moi, personnellement, j'ai été à TKM, j'ai démissionné, je suis allé à Antena après, et après je suis parti. Et c'est tout. C'était votre choix de travailler et de prendre sur vous tous les risques du métier. Ce n'était pas parce qu'on vous a enchaîné. Le respect des institutions de la République. À moi, il peut ouvrir la porte, mais non. Non. Parce que sur l'ordonnance présidentielle, il n'y a eu que mon nom, il n'y a pas eu des enfants. C'est pour ça que je vais contacter le ministre de l'Intérieur par rapport à la police, ainsi que le commissaire général. Je suis certaine qu'ils n'étaient pas au courant, que ces gens ont débarqué sans raison. Je suis sûre et certaine que le commissaire général n'était pas au courant. Je vais parler au ministre du Travail par rapport à vos salaires, par rapport au fait que vous n'avez pas de contrat, par rapport au fait que vous avez droit à un syndicat. Je n'ai pas fini. Je voulais parler au ministre de la Justice pour juste éviter qu'on instrumentalise les magistrats. Les magistrats, comme le ministre de la Justice aime le répéter, c'est le dernier recours des veuves et des orphelins. C'est-à-dire les plus faibles, le dernier recours sont les magistrats au service de la population. Voilà, c'est ce que je vais faire et je ne suis pas obligée de le dire chaque jour à la télévision. Thank you.